Bonjour à tous, chers amis d'Omerta, bienvenue dans cette nouvelle émission en direct. Dès à présent, je vous invite, pour que nous puissions faire les vérifications techniques, que tout fonctionne correctement, à nous dire en commentaire de cette vidéo si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. En attendant, pour introduire cette émission, cette nouvelle émission d'actualité, cette émission exceptionnelle, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur l'ambassadeur d'Iran en France, Monsieur Mohammad Amin-Nejad. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur Omerta évidemment. Vous avez certainement constaté que nos émissions ont été perturbées pendant près de 72 heures. Nous avons subi une attaque informatique qui nous a contraints à suspendre l'activité de cette chaîne YouTube. L'attaque s'est déclenchée dimanche soir. Nous avons récupéré la chaîne YouTube hier soir et donc vous assistez à la première émission en direct. Inutile de vous dire que cette attaque, évidemment, est le reflet des agressions, des actes malveillants qui viennent quelque part répondre au travail que nous effectuons, au travail de terrain que nous effectuons. N'oubliez pas qu'Omerta, c'est l'activité de cette chaîne YouTube, évidemment, c'est toutes les émissions d'actualité, les grands entretiens, mais c'est aussi et surtout le travail de terrain, puisque Omerta est un média, nous faisons un travail avec nos grands reporters comme Régis Le Sommier, comme Aïcha Missi et d'autres sur le terrain. D'ailleurs, nos deux amis rentrent du Moyen-Orient. Vous aurez l'occasion de pouvoir aussi échanger avec Régis sur son voyage, sur le prochain documentaire qu'il est en train de préparer avec Aïcha Missi. Et donc, nous payons ce travail de terrain, nous payons la liberté d'expression qui, chez Omerta, c'est, je pense, ce qui fait de notre média que notre média est unique, c'est que nos analyses et nos décryptages, tout ce que vous voyez sur cette chaîne s'appuie sur un travail journalistique qui a pour but de vous relater la vérité du terrain, la vérité des faits et des images que vous ne verrez non seulement pas sur les médias mainstream, mais aussi et surtout, je dirais pas dans la sphère Internet. Nous sommes les seuls à être sur le terrain et à vous ramener ces images. Aujourd'hui, nous avons décidé donc de faire cette émission pour parler de la situation au Moyen-Orient. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté cette invitation. Ça va nous permettre, avec vous, de comprendre un peu mieux ce qui se passe effectivement sur le terrain, en Iran. Et ça va vous permettre, chers amis auditeurs, de poser toutes vos questions. Et ça aussi, vous ne le verrez que chez Omerta. Vous allez, dans un second temps de l'émission, pouvoir, via les commentaires, via le chat, poser toutes vos questions et Monsieur l'ambassadeur, je dois dire, nous fait l'amitié d'accepter d'y répondre très directement. Et donc, je vous invite dès maintenant à mettre en commentaire de cette vidéo toutes vos questions. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important. À partager aussi cette émission en direct, c'est aussi très important pour le référencement. Et je dirais à faire connaître le travail d'Omerta. Monsieur l'ambassadeur, ma première question, elle est toute simple. Quelle est aujourd'hui la situation sur le terrain en Iran? Bonjour à vous et à vos chers auditeurs. Nous, la République islamique d'Iran et la nation iranienne sont en train de faire face à une agression brutale par les deux puissances nucléaires, et cela pour la deuxième fois en 8 mois. Tout le monde sait que la question nucléaire iranienne est une question à l'ordre du jour des entités qui a déstabilisé pendant des décennies toute notre région et d'une manière générale toute la scène internationale en disant que l'Iran cherche à se doter de l'arme nucléaire. Celui-ci dure maintenant
avec la voix vive depuis plus de 30 ans, chaque fois dans une certaine instance internationale, on répète, on accuse. Donc, la première fois, en juin dernier, quand on était en train de négociation avec les Américains, parce qu'ils voulaient, la nouvelle administration voulait avoir une occasion encore de réentendre la nature pacifique des installations et des activités nucléaires iraniennes, qui d'ailleurs étaient et restent toujours sous l'inspection de l'Agence de l'énergie atomique. C'est pourquoi, et puis nos partenaires, Europe, ailleurs, ils ont dit non, c'est mieux de parler avec eux et de le rassurer. Et de l'assurer, soi-disant, la communauté internationale, nous avons accepté, on a eu 5 tours de négociation. Avant le sixième, les deux ont agressé l'Iran et le peuple iranien. Pendant 12 jours, on a eu résisté, une résistance nationale légitime, et ils nous ont demandé non, arrêtons. Donc, c'était la condition posée par l'Iran qu'il faut que vous arrêtiez de nous attaquer. Et puis, tout récemment, on a eu 2 tours de négociation. Et avant 2 jours, au 3e jour, au 28 février, ce sont les deux qui ont attaqué l'Iran, qui ont commis une agression maintenant, encore dans une dimension plus vaste et complètement illégale, parce que c'est contre tout ordre et loi internationaux, tout inhumaine, parce qu'ils ont tué dès le premier jour 171 petites filles dans une école primaire en Iran, parce qu'ils ont tué le guide suprême, une personnalité de premier rang sur la constitution iranienne. Et non seulement lui, parce que sa famille, lui qui avait été dit dans les plateaux de préparation de tels crimes, qu'il était dans le bunker, qu'il était en dessous du sol au 3e étage, que personne ne pouvait pas le visiter, le rendre visite. Et ils ont attaqué toutes les infrastructures civiles, militaires, gouvernementales, même les postes de police, les commissariats dans la ville, dans les grandes villes. Mais aussi, ils n'ont pas épargné même les villes frontalières iraniennes, les postes de police, de soldats là-bas, pour préparer leur intention, qui n'était pas nucléaire, qui n'était autre qu'une implosion, une division du grand pays qui est l'Iran. Donc, voilà, aujourd'hui, on est dans le 14e jour de notre résistance légitime contre ces agressions sauvages. Et je crois que le peuple iranien va résister jusqu'à la neutralisation de cette agression pour vraiment participer d'une manière encore à la paix et à la sécurité internationale, comme quoi demain, un autre pays, une autre nation ne soit pas soumis à une telle agression illégale, légitime et inhumaine. Si vous me permettez, s'agissant de le guide suprême, je vous ai dit quelles accusations ils ont portées.
contre notre cher guide suprême en vous montrant des photos de lui, de son épouse, de sa fille, de sa belle-fille, de son gendre et de ses 3 neveux, petits-enfants, que vos auditeurs et vos spectateurs puissent vraiment regarder dans quelle logique les médias ont présenté et ont donné l'image d'une personnalité avec toutes des sens humains, non seulement à l'encontre du peuple iranien, mais aussi à l'encontre de toute l'humanité. Mais c'est vrai, il était contre les ennemis, il était contre les ennemis de la paix, de la stabilité, l'ennemi de l'humanité, et c'est pourquoi ça gênait. Et celui-là, encore, 171 à peu près petits-enfants de 7 à 12 ans qui ont péri dès le premier jour et dès la première attaque américaine cette fois-ci pour cette école. Et ils ont endeuillé tout le pays et toute la nation iranienne pour toutes ces pertes trop chères pour nous, les Iraniens. Alors avant de poursuivre, je crois que vous souhaitiez qu'on passe une petite vidéo de 30 secondes. S'il vous plaît. Si Martin peut... Alors, pourquoi est-ce que avez-vous souhaité qu'on diffuse ces images et quelle est aujourd'hui la situation sur le terrain? Est-ce que les bombardements américano-israéliens sont toujours aussi intensifs et quel est le quotidien des gens à Téhéran et aussi dans d'autres régions d'Iran? Oui, je crois que vos auditeurs, vos spectateurs avaient eu l'occasion de voir que la vie en Iran est très vive. À Téhéran et dans les autres villes iraniennes, les places et les grands endroits où le peuple peut se rassembler, surtout dans la nuit, sont pleines de masses qui viennent dehors pour donner leur détermination et leur soutien de résister et leur soutien aux forces de l'ordre et aux autorités du pays, du gouvernement et des forces armées pour qu'ils continuent avec une pensée très libre, avec une âme très apaisée et qu'ils se concentrent dans cette résistance, dans cette défense légitime pour la cause sacrée qui est la sauvegarde de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale du pays. Et fort heureusement, le gouvernement avait prévenu toutes les mesures nécessaires afin que le peuple soit aura le moindre difficulté dans cette circonstance-là. Donc, il y a une vie normale, une vie aussi normale que possible, c'est vrai. Quand il y a une telle ampleur de brutalité, d'attaque et d'agressivité, ça touche la vie quotidienne de tout le monde. Ça touche la mentalité et la quiétude de tout le monde. Mais
ce sont des hommes et des femmes, une nation complète, qui ont décidé d'être libres, d'être indépendantes, de ne pas accepter la soumission, la capitulation. Ce sont des choses qui n'ont pas une place dans la culture et des valeurs iraniennes et islamiques. Donc, dans l'autre côté, ce sont nos combattants, ce sont nos forces armées, ce sont nos administrations de l'État qui se sentent dans le premier rang des frontières pour combattre les agresseurs. Donc, tout est vraiment préparé pour une défense légitime, une défense courageuse, une défense sans aucune hésitation. Cela montre comment l'Iran a pu survivre et vivre pendant des décennies et des milliers d'années. Et on va, je crois, répéter cet honneur par le peuple iranien, par la nation iranienne, encore une fois dans l'histoire. Pour que nos auditeurs comprennent bien, et d'ailleurs j'invite nos auditeurs à poser leurs questions dès maintenant en commentaire, on va les prendre dans quelques instants. Je voudrais qu'on revienne un petit peu pour poser le cadre sur le contexte qui, il y a 3 semaines encore, était très différent. Il y a 3 semaines, l'Iran était en négociation avec les États-Unis pour un accord sur le nucléaire, d'ailleurs un accord un peu plus global. Qu'est-ce qui a provoqué ce revirement, ce deuxième revirement de Donald Trump, puisque déjà l'été dernier, avant la guerre des 12 jours, il y avait eu aussi des négociations qui étaient en cours. Votre analyse personnelle, pourquoi ce changement de pied de Donald Trump? Pourquoi avoir décidé de rompre les négociations et d'entrer dans une nouvelle campagne militaire? Oui, comme je vous ai expliqué juste au début, le temps passe et l'opinion publique internationale comprend bien que cette administration, ce n'est pas une administration qui vraiment répond aux inspirations et aux attentes de la communauté internationale. Ça veut dire une marche réelle, efficace vers la paix, la stabilité et une réglementation satisfaisante à des conflits qui ont été ramassés pendant le temps. Bien sûr, dans de grandes parties de ces problèmes, vous pouvez trouver le pied et la main des Américains, sûrement. Mais c'est toujours des manœuvres sophistiquées, des manœuvres malhonnêtes de dire quelque chose et de faire une autre chose. Donc, une sorte de double dire et comportement, si vous voulez, récit et comportement. Je ne veux pas vraiment utiliser l'hypocrisie, mais sur la scène internationale, on ne peut pas regarder les autres comme des objets et puis commencer à faire la pression, à intimider, à voler un dirigeant, à attaquer un pays, après avoir prétention sur un territoire. Et puis, ce n'est pas un choix qui ont été faits par nos pères quand il y a eu pour la deuxième fois au XXe siècle une guerre toute azimuts dans le monde. Ils ont décidé d'établir un ordre sur les droits internationaux. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment aller briser, violer tout. En ce qui concerne l'Iran, c'est la même chose. Elle voulait, comme au 12 jours guerre de juin, ils ont demandé, en tout cas, il a demandé la capitulation. C'est une ignorance totale, Pourquoi? complète du peuple iranien, de la nation iranienne. Le peuple iranien ne peut pas accepter la capitulation. Ce n'est pas dans notre culture de l'accepter.
comme si vous voulez que le peuple soit séparé soi-même de leurs dirigeants élus par eux-mêmes. C'est comme une séparation entre le chair et l'os. Ça ne peut pas se faire. Donc, il semble maintenant que c'est le même scénario, avec une même préparation, qui se sont venus dans la région avec armada, avec bruit, tout ça, et faire peur aux Iraniens, intimidation, et sûrement pour préparer le terrain, pour justifier autant que possible ce qui n'est pas justifiable du tout. On ne peut pas agresser, attaquer un pays souverain. S'il y a quelque chose de discorde, il faut aller dans les voies pacifique et sur notre institution internationale, sur nos lois et réglementations internationales, il y a au moins le moindre niveau de moyens pour répondre à toutes ces questions. Mais une fois qu'un pays se permet à dire n'importe quoi et à attaquer n'importe qui, ça, ce n'est pas acceptable. Donc, nous croyons que toutes ces manœuvres et préparations qu'ils ont fait, que ce soit envoyer l'aide aux Iraniens, parce que depuis 14 jours, nous sommes en train de recevoir les aides américaines au peuple iranien, parce que toutes sortes de bombes, de missiles, les peuples iraniens, jour et nuit, ils sont avec l'os et chair, cette aide qui a été loaded, comme il a dit. Donc, ils étaient en train de charger leurs avions de combat, leur dépôt de munitions pour avoir en aide aux Iraniens. Ce qu'ils ont montré dès la première heure de l'agression par bombardement d'une école des innocents et des anges iraniens. Est-ce que les Iraniens s'étaient préparés à une campagne de bombardement, une opération militaire aussi massive? On sait qu'il y a eu des manifestations à Téhéran, dans plusieurs grandes villes. Quel était un peu l'état de la population iranienne au moment où ces bombardements se déclenchent? Nous, en tout cas, je peux dire ce que je sens. Mais nous ne pouvions pas, et c'est normal, de propager la peur entre nos foyers et notre peuple. Mais, étant un pays qui avait toujours un agissement responsable et qui comprend bien la situation des équilibres de force et de tout ça, et la menace qu'on avait subie dans la guerre de 12 jours, la première exemple récente, bien sûr que le gouvernement et les instances concernées, les forces armées, avaient prévu toutes les mesures qui exigent dans ce type de circonstances. Et c'est pourquoi que, malgré la guerre de 12 jours, de juin 2025, durant laquelle on avait une dizaine, une vingtaine d'heures pour une première réaction, mais cette fois-ci, on a eu une réaction dans 1 heure de temps, et il y a eu une mobilisation populaire dès l'annonce de cette agression. Nous, on s'était préparés, et c'est pourquoi aujourd'hui, fort heureusement, nos forces armées sont dans une position de défense satisfaisante. Et puis, nous avons perdu beaucoup d'âmes, beaucoup de commandants, beaucoup de personnalités. C'est dommage parce que
comme je vous ai dit, c'est une nature d'une agression inhumaine et une guerre non déclarée. Ils n'ont même pas fait une déclaration de guerre. Ça veut dire une violation flagrante vraiment de toute norme humaine et juridique. Mais bien sûr qu'on s'était préparé pour contrer cette agression inouïe et brutale. Alors, on va peut-être démarrer avec une première question, si on est prêt à la régie. En attendant d'avoir la première question, je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne YouTube et d'aller voir aussi en description de la vidéo comment vous pouvez nous aider. C'est important parce que Omerta n'est pas un média subventionné, donc nous avons besoin de votre soutien. Partagez cet entretien aussi. Et on va démarrer avec la première question. Bonjour Charles, bonjour Monsieur l'ambassadeur et bonjour à nos abonnés. Merci pour toutes vos questions. Et on a une question de Yacine Triki, 2850. On n'arrive pas à évaluer l'étendue des dégâts. J'ai beau chercher sur plusieurs médias, je ne comprends pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous faire un état des lieux des dégâts ? Sur l'aspect des dégâts humains, je crois que jusqu'hier, la perte humaine était autour de 1500, si j'arrondis le chiffre, des innocents civils. Vers 6000, entre 6000 et 7000 les blessés. Dans l'aspect militaire, donc ils n'ont pas annoncé, donc c'est normal, on n'en a pas. Mais autour de 20 000 infrastructures civiles ont été détruites complètement ou endommagées, parmi lesquelles les hôpitaux, l'école, l'infrastructure comme le pont, les routes, les lieux de culte, si vous voulez bien, les urgences, et bien d'autres. Donc, ce sont les stations de télévision, tout ce qui sont dans le cadre des infrastructures civiles, étatiques, y compris, quelques énergétiques sûrement. Et je crois que vos auditeurs avaient constaté des bombardements des réserves de pétrole qui sert aux citoyens. À Téhéran, ils ont fait des réserves de pétrole dans 3 points essentiels, pendant lesquels les effets environnementaux ont été rapportés par exemple, par le rapporteur de CNN qui était à Téhéran, et avec des effets à long terme sur la santé du peuple iranien. Il y a eu aussi des attaques contre les héritages culturels, les héritages nationaux. Quelques monuments historiques de quelques centaines d'années ont été bombardés et abîmés durant ces attaques américano-israéliennes. Les dégâts sont immenses, si vous voulez, parce que seuls dans le premier jour, ils ont visé plus de 1000 cibles en Iran. Ça veut dire qu'ils étaient venus pour éradiquer, comme ils souhaitaient, le système politique et puis le pays tout entier, préparer le terrain pour pénétration de leurs agents d'ici et là, en Kurdistan et les autres. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous, sur notre compte d'X et sur notre portal, nous publions chaque jour, Ambassade publie chaque jour
de communiqués de presse où il y a les derniers chiffres aussi de ces dégâts. Donc, pour vos auditeurs, ça peut aussi être utile. On va prendre une deuxième question. Absolument, Charles. Une question de Fallou G. Pourquoi l'Iran bombarde-t-il les infrastructures civiles des pays arabes et musulmans durant ce mois de Ramadan? Vous agissez avec haine vis-à-vis des peuples arabes. Pourquoi? Pour nous, les pays arabes et musulmans sont plus que des amis et des frères. Nous ne visons pas les pays arabes, ni les pays musulmans, ni les autres aussi. Ce sont des effets de la guerre, de cette invasion et agression, où nous avons déjà prévenu le secrétaire général des Nations Unies, nous avons déjà prévenu l'opinion publique internationale que les bases militaires et les intérêts américains dans les régions sont considérés pour nous comme des cibles légitimes. Donc, c'est dans ce cadre-là que nos forces armées agissent et il n'y a aucune intention de gêner les pays arabes. Nous, on est dans le mois de Ramadan. Nous sommes victimes d'une agression brutale au début du mois de Ramadan, au premier jour du mois de Ramadan. Notre solidarité avec nos frères et nos sœurs en pays arabes, en pays musulmans, n'a pris aucune, si vous voulez, dégâts de notre côté. Et nous sommes certains que nos frères et sœurs dans l'autre côté aussi, ils ont le même sentiment. Ici, le responsable, c'est un pays, c'est un pouvoir, une puissance, qui est venu dans notre région pour semer la discorde et la guerre entre nous, les peuples de la région, pour gaspiller les ressources que nous avons, qui sont chères et nécessaires pour le développement et l'épanouissement de notre peuple et de notre société, après tellement d'années de retard sur la scène internationale. Donc, vraiment, il faut demander aux agresseurs pourquoi vous avez commis cette agression, pourquoi vous étiez présent là-bas avec toutes ces bases militaires, pour faire quoi, pour contrer quel pays. Donc, peut-être dans l'ère de la guerre froide, il y a eu une justification, mais aujourd'hui, nous on est frères l'un à l'autre, et puis on peut toujours avoir un bon voisinage. Il y a une semaine, plus d'une semaine, 2 jours, le reste de nos pèlerins en Arabie Saoudite sont rentrés dans le pays. Ça veut dire qu'entre nous, il y a toujours des liens de fraternité, de liens communs, de solidarité entre nous. Donc, il faut vraiment éviter à ce que cette insinuation, cette provocation à semer la discorde et la division entre nous et nos frères et sœurs arabes dans la région et au-delà, même dans le contexte iranien, même les autres nations chrétiennes, même juives dans les autres parties du monde, l'Iran n'a aucune intention et aucun intérêt à avoir haine ou avoir hostilité à l'envers des autres. Donc, il faut les assurer, et je l'assure que non, ce n'est pas le cas. Et si vous visitez l'Iran, vous verrez que les responsables, les peuples, tous sont dans la même vision, une fraternité qui ne sera pas brisée une fois cette agression et cette présence illégitime dans la région prend fin. Encore, tout le monde aura l'occasion de voir que nous et nos frères et sœurs dans la région se trouveront dans les bras de l'un et de l'autre. Beaucoup de gens se posent la question de l'objectif réel de cette campagne de bombardement. Est-ce que les Israéliens et les Américains n'ont pas voulu
pousser à un changement de régime. Vous parliez du bombardement, notamment qui a causé la mort de Ali Khamenei. Est-ce que l'objectif, après ces manifestations, après les campagnes de bombardement de 12 jours de l'été dernier, est-ce que l'objectif, c'était pas de faire tomber le régime iranien? Oui, sûrement, c'est ça. Comment l'Iran peut tomber, le peuple et l'État iranien peuvent tomber, sauf si le peuple et l'État ne peuvent pas se séparer. C'est une chose. Deuxième, c'est qu'il faut y avoir des séparations et de divisions dans le pays. Ça veut dire diviser en morceaux l'Iran, affaiblir et préparer le terrain pour que les calculations, le plan d'expansion qui existe depuis dans les régions, qui ont abouti à des annihilations d'une manière de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Libye, de la Syrie, tous soient complétés. Donc, c'est tout à fait évident qu'ils avaient intention de faire changer la nature de cet État, de cette nation. Et donc, encore une fois, une mal-estimation, mal-calculation. Vous voyez, quand on dit le mensonge, on le répète 1000 fois. Peut-être le seul qui peut l'accepter, c'est le menteur. Parce que par le temps, les autres vont comprendre que ces mensonges ne peuvent pas être réalisés. Et encore une fois, dans cette épreuve aussi, ça a été vraiment mis en épreuve en disant que voilà, les Iraniens, 83,5% sont contre, je ne sais pas, 17, tel % sont... Ils ont dit, ils ont redit, ils ont répété, et puis ils le sont tenus comme une vérité. Donc, une fois attaqué, le guide suprême est éliminé, les commandants sont éliminés. Maintenant, le terrain est vide pour un changement. Quel changement? Cela depuis 47 ans maintenant. Et ça va continuer comme ça. Les Iraniens ne peuvent pas. Parce que nous, les États, nous sommes les enfants de la population. Nous ne sommes pas venus nous ne sommes pas fruits d'un coup d'État, d'une manipulation étrangère. Nous ne sommes pas venus de Mars ou de quelle planète. Non, on est du pays, on est dans le pays, on a investi dans le pays, on a éduqué nos enfants. Aujourd'hui, quand on parle que l'Iran produit autant d'ingénieurs que la France et l'Allemagne ensemble, ça veut dire que c'est nous, c'est le même État qui a investi sur nos enfants pour les éduquer à l'intérieur du pays. Pas envoyer aux autres pays, ce qui est normal, c'est soit religieux, c'est normal. Mais nous, à l'intérieur du pays, on a éduqué, on a vraiment fait agrandir, fait renforcer nous-mêmes, ça veut dire la nation iranienne. Donc, je crois que cette fois-ci aussi, ils seront vraiment déçus d'avoir des idées basées sur le mensonge, sur les manipulations, si vous voulez, et noircissement de la nation iranienne et du peuple iranien. Ils ne connaissent pas les Iraniens, je crois. Alors, on va reprendre une autre question. Merci à nos abonnés, merci pour vos questions. Et là, j'ai une question de Quarterback 3095. Monsieur l'ambassadeur, allez-vous cette fois-ci encore accepter, comme lors de la guerre des 12 jours, une demande de cessez-le-feu quand Israël et les États-Unis seront à nouveau en difficulté? Vous voyez, je crois qu'ils sont déjà en difficulté. Parce que leur souhait est de faire renverser, soi-disant,
dans 48 heures, 72 heures, dans 4 jours. Mais aujourd'hui, le peuple se tient encore plus fort qu'avant. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que dans la guerre de 12 jours, dans l'invasion de 12 jours, l'Iran a accepté parce que la nature des Iraniens n'est pas une nature de guerre, n'est pas une nature de violence, n'est pas une nature de faire couler du sang. Nous avons dit qu'il faut que l'Israël arrête et que nous aurons la dernière frappe. À partir du moment où ça a été fait, donc l'Iran a accepté, vraiment tout en souhaitant que cette fois, ça servira comme une leçon pour éviter d'agresser illégalement et sous n'importe quel prétexte un pays souverain, une nation honnête et avec l'honneur. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Donc, comme notre président de la République vient d'annoncer, cette fois-ci, et les autres dirigeants iraniens, responsables iraniens, cette fois-ci, il faut qu'il y ait une garantie et il faut qu'il accepte des conditions pour l'arrêt de cette agression et puis pour que l'Iran et la nation iranienne acceptent avec une garantie suffisamment convaincante et crédible d'arrêter ces droits légitimes de la réponse, de la défense à ces agresseurs. Nouvelle question. On a une question d'Estelle78BX, mais d'où leur vient toute cette technologie malgré les sanctions ? Oui, il faut qu'on sache que le peuple iranien, par l'histoire, et nous, la révolution islamique, qui sommes vraiment, qui nous sommes appuyés sur nos genoux et sur notre peuple et nos acquis nationaux, nous avons tout fait afin que notre peuple puisse vraiment être un honneur et pour l'Iran et pour le monde musulman et pour même les pays du Sud. Donc, toute cette technologie vient de nous, des jeunes Iraniens, des scientifiques iraniens. Et c'est pourquoi l'Israël a avisé de maintes fois nos scientifiques. Israël a avisé nos jeunes scientifiques qui ont apporté à notre peuple des acquis énormes. D'ailleurs, qui ont été éduqués dans nos universités, dans nos écoles, avec l'argent et l'attention de notre nation et de notre État. Donc, voilà, c'est une technologie, un savoir autonome qui ne disparaît et ne disparaîtra pas par n'importe quelle invasion et l'agression militaire ou autre. Donc, voilà. Et dans tous ces domaines de progrès, on avait eu la possibilité, dans notre moyen modeste, de partager avec les pays pour qui ces acquis pouvaient être utiles dans différents pays dans le monde. Même. Il y a eu... Donald Trump a expliqué parfois des choses un peu contradictoires, qu'il était prêt à un moment à envoyer des troupes au sol en Iran. Là, visiblement, il semble faire marche arrière et il explique que la campagne militaire est quasiment terminée.
Comment vous expliquez la position américaine? Est-ce que les Américains ont renoncé justement à ce changement de régime? Est-ce que finalement, ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions, les moyens militaires de leurs ambitions? Moi, personnellement, et comme le représentant de l'Iran, ne peut pas vraiment juger et évaluer les intentions et les propos de M. Trump. Mais ce que je peux vous dire, c'est de dire ce qui a été dit en Iran et par la voix de nos responsables, le commandant, que nous, en Iran, on attend encore plus à de toute éventualité, y compris la présence des troupes étrangères sur notre sol, que ce soit américains et les autres, les opposants armés, manipulés et encouragés en Kurdistan et ailleurs. Donc, nous n'avons pas aucun doute en notre défense légitime de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale. Maintenant, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est leur boulot, mais pour nous, on est concentrés sur une défense tout azimut, vraiment pour faire surprendre des agresseurs. Et je pense que c'est une leçon, c'est un acquis pour toute la communauté internationale, pour tous les pays, surtout du Sud, qu'ils ne s'intimident pas devant les manipulations, l'agression et l'invasion. Les pays qui se tiennent bien ensemble, il faut vraiment bâtir un monde plein de justice, d'égalité, d'éthique et d'équité. Donc, pour nous, le schéma est très clair pour notre peuple. Nouvelle question. Nous avons reçu une question très intéressante de Plentifax 8301. Quel est, selon vous, le plus grand malentendu rapporté par les médias occidentaux concernant la politique interne-externe de l'Iran? Je crois ici il y a une guerre unilatérale. Parce que quand on regarde le peuple iranien, l'État iranien, nous n'avions jamais les malintentions à l'envers des autres, que ce soit à l'Occident ou ailleurs. Nous avons ouvert, après la victoire de la Révolution, nos yeux avec des tentatives de déstabilisation nourries par quelques pays, quelques puissances étrangères, et à la tête duquel le pays qui a été rejeté par le peuple iranien à cause de ses comportements durant des décennies, si vous voulez. Le premier en 1953, si vous voulez, quand les États-Unis ont bouleversé dans un coup d'État le premier ministre iranien, Mossadegh, qui était un premier ministre nationaliste et pacifiste, pacifique même, très pacifique même de l'Iran. Et puis, la présence et le soutien à un régime dépendant, corrompu, vous voyez, avec ces polices de SAVAK, ces polices de renseignement. La police spéciale du Shah. Oui, c'est ça. Donc, nous, la révolution islamique était une volonté du peuple, de la nation iranienne, pour se décider d'eux-mêmes, pour prendre en main leur destin. Même ils n'étaient au début contre n'importe quel pouvoir étranger. Et puis après, nous avons subi une guerre de 8 ans. Une guerre, dans un côté, c'était l'Iran, et dans l'autre côté, était
presque le monde. Mais juste après la guerre, on avait normalisé nos relations, on avait commencé à fréquenter, à satisfaire même tous nos engagements et à traiter même nos, je ne peux pas dire nos ennemis, mais les gens les pays qui nous ont fait souffrir notre peuple dans un contexte internationalement acceptable. Et chaque fois qu'il y a eu une opportunité, c'était la main de l'amitié de l'Iran qui était tendue pour avoir vraiment, pour montrer la nature pacifique de la nation iranienne, de l'État iranien. Mais c'était nous qui ont été toujours l'objet des accusations sous prétexte de droits de l'homme, du terrorisme, de toute cette fabrication des médias qu'on connaît bien, j'en suis certain ici en France, qui sont derrière et qui sont en train de toujours changer le terrorisme avec le pacifisme et placer l'un à côté de l'autre sous prétexte géopolitique, je ne sais pas, des intérêts de quoi. Mais pour nous, c'est le schéma et que chaque fois qu'il y a une opportunité, c'est la nation pacifique, millénaire des Iraniens qui sont là pour serrer des mains et pour avoir de meilleures relations et interactions avec les différents peuples. Donc, la question est très intéressante parce que les éléments sont là. Le gouvernement tue les gens, je ne sais pas, tel, mais ce sont des fabrications et des prétextes pour préparer vraiment il faut que ça cesse vraiment. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci à nos abonnés. Vous êtes plus de 2500 actuellement en live. Continuez à nous poser toutes vos questions. Et là, j'ai une question de Sébastien, 4367. Question, l'Iran actuel a-t-il pour objectif d'éradiquer l'État d'Israël ? Oui, l'Iran n'a jamais l'intention et ne pourra même, selon les principes qui sont les siennes, être dans la position d'éradiquer des adeptes d'une religion ou des gens d'un pays, de la nation d'un pays. Par contre, nous avons un respect maximum total à l'endroit des autres religions et des gens qui suivent ces religions. Donc, dans notre philosophie, il y a une succession des prophètes, en tout cas. Et nous respectons, quand on lit dans le Coran parle toujours par le respect à l'endroit de Moïse, à l'endroit de Jésus. Et donc, nous ne sommes pas ni une nation, ni un pays qui veut éradiquer, et personne n'a jamais prétendu de vouloir éradiquer Israël. Israël, c'est un endroit. Mais on avait eu l'occasion de dire qu'ici, il y a une injustice, qu'ici, il faut que les gens vivent, juifs, chrétiens, musulmans et les autres, comme partout dans le monde, dans la paix et dans la coexistence, même fraternelle. Et avoir un pays avec des frontières non définies, et puis avoir un comportement qui, à l'intérieur et surtout à l'extérieur de ce territoire, à l'envers des autres, des voisins de la région, qui perturbent toujours la paix et la stabilité,
n'est pas adéquate à la demande et l'exigence de notre région. Sinon, il n'y a même pas une mention de la part des Iraniens, des autorités et des autres, de vouloir éradiquer un peuple ou un pays, qui que ce soit dans la région. Nouvelle question. Une question pour vous, Charles. Omerta, propagande pro-iranienne, est-ce que vous allez inviter les ambassadeurs américains et israéliens ? Bien sûr. Chez Omerta, le problème n'est jamais les invitations qu'on envoie. Le problème, c'est toujours la réponse aux invitations. Donc, comme d'ailleurs sur la question ukrainienne, nous avons cherché à effectuer des reportages en Ukraine, mais malheureusement, certains de nos interlocuteurs soit refusent le dialogue, soit même, je dirais, nous bloquent. Et là, sur cet exemple ukrainien, eh bien, le directeur de la rédaction d'Omerta, Régis Le Sommier, s'est vu retirer son accréditation par les services spéciaux, le SBU ukrainien. Et donc, c'est pas un problème de manque de volonté, c'est un problème technique. C'est que quand on donne la parole à tout le monde, eh bien, certains refusent de la prendre et de s'exprimer. Voilà. Mais effectivement, il n'y a aucun interdit chez Omerta. Tout le monde peut s'exprimer. Donc, si ils répondent favorablement, ils seront bien évidemment invités. D'ailleurs, pas que les ambassadeurs. On peut avoir aussi, et on en a déjà, j'invite à regarder le contenu de la chaîne YouTube. Il y a des contradicteurs sur tout un tas de sujets. Il y a des personnes qui s'expriment, des experts, des analystes qui ont des points de vue très différents sur beaucoup de sujets. C'est le cas aussi sur le Moyen-Orient. Donc, absolument aucun problème. Et d'ailleurs, votre question est la preuve qu'on prend toutes les questions. Nouvelle question. Nouvelle question pour Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, une question de Anakin Skalwo. Bon, pardonnez-moi pour ce nom. Bonjour à tous et merci. Monsieur l'ambassadeur, n'avez-vous pas peur que dans un dernier sursaut, Israël pourrait utiliser une arme nucléaire tactique sur l'Iran ? Je crois que nous, tout le monde a peur, je crois, des actions anormales et contre les usages courants sur la scène internationale. À partir du moment où nous et notre peuple, notre nation, sont occupés de leur défense légitime, donc ils ne regardent normalement ni droit ni gauche, et nos forces armées, sûrement, ils prennent en sérieux toutes les éventualités possibles afin de pouvoir sauvegarder la vie et l'honneur de notre peuple. Maintenant, si un pays sur la scène internationale ne se craint pas, n'ont pas la crainte d'utiliser des armes pour lesquelles un pays pacifiste comme l'Iran faussement était l'objet des accusations de telles. Donc maintenant, il faut demander à la communauté internationale, à l'opinion publique internationale, vraiment d'évaluer l'éventualité de cet incident, de ce comportement, et comment ils peuvent faire en sorte que les utilisateurs potentiels de ce type d'armes pensent 2 fois au lieu d'une ou encore plus. Nous avons, et notre peuple en tout cas, quand ils passent leur vie dans les rues, quand ils ont le temps, quand il est nécessaire, on est déjà sous les menaces d'un bombardement, comment dirais-je, nocturne ou aveugle dans les voies publiques. Je pense que
la possibilité, le potentiel dissuasif iranien ne permettra pas très facilement que notre nation soit l'objet d'une telle menace et d'une telle action. Monsieur l'ambassadeur, il y a une question qui revient assez régulièrement relative aux attaques sous faux drapeau. Y a-t-il des attaques sous faux drapeau? Bien sûr. Par exemple, vous vous souvenez quand il y a eu une attaque de drone, un drone sur le Nakhchivan, une république, un territoire autonome, en tout cas de l'Azerbaïdjan iranien, notre voisin, avec l'intention sûrement de perturber notre relation amicale avec l'Azerbaïdjan. Vous savez, quand il y a eu le bouclet de condoléances ouvert à notre ambassade à Bakou, en Azerbaïdjan, c'est le président Aliyev lui-même qui était présent pour la signer. Ça veut dire dans quel niveau existe notre entente et amitié, malgré les différences de vue qui est normale avec tout le monde sur la scène internationale, dans quelques points rares. Mais en tout cas, nous sommes dans... Et hier soir, il y a eu une attaque contre un des réserves pétrolières omanais. Tout de suite, nos autorités se sont exprimées qu'on en sait. Ce n'est pas nous. Nous ne pouvons pas être celui qui a envoyé, parce que nous avons de meilleures amitiés et fraternités avec le sultanat d'Oman. Donc, il n'y a pas de raison que nous et notre force armée attaquent. Et d'ailleurs, pour le troisième, il y a quelques jours, durant la première semaine des agressions, votre auditeur avait probablement entendu de l'arrestation des agents de Mossad dans quelques pays du Golfe Persique qui étaient en train de préparer des complots pour, comme on dit, fausse flag, fausse drapeau. Faux drapeau, oui. Voilà, faux drapeau. Donc, il y a... Mais sur la Turquie, la même chose. C'est vrai, c'est une guerre presque tous azimuts, si vous voulez. Il peut y avoir une erreur. Mais tous ce sont des terrains où l'Iran est très attentif. Et nous ne voulons vraiment pas se montrer comme belligérants à l'encontre des autres que les États-Unis et l'Israël. Ce sont deux pays qui nous ont attaqués. Nos objectifs légitimes sont ces deux pays. Pour les autres pays, nous n'avons aucune intention, aucun intérêt, aucune volonté de briser cette ligne d'amitié. Quelles sont aujourd'hui les cibles de la réponse militaire iranienne? Il y a évidemment des bases américaines dans le Golfe. Il y a aussi peut-être des infrastructures pétrolières. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Et quelle est la position aujourd'hui de l'Iran par rapport à la fermeture du détroit d'Ormuz? On parle aujourd'hui d'un minage possible du détroit par les Iraniens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? La première, c'est que nous avons dit que, dès le début, que les bases militaires et la propriété des États-Unis et d'Israël sont des cibles légitimes. Où qu'ils se trouvent. Bien sûr, tout en prenant les mesures à éviter n'importe quelle déviation. Donc, c'est la première chose.
s'il y a, je ne sais pas, dans une base des réserves pétrolières, bon, c'est une cible tout à fait légitime, comme nous l'avons annoncé. Comme nous sommes notre peuple et l'objet de telles attaques atroces. Pour nous, c'est la réplique, c'est la réponse. S'agissant, donc, pour les pays limitrophes, non, on n'a pas l'intention de vraiment aller au-delà de notre bon voisinage et de notre amitié. S'agissant des mines sous-marins, tout ça, qu'on nous montre un navire qui a été touché par ce type d'engin. Non, ce n'est pas vrai, mais si la vie de notre peuple soit vraiment mise en question, maintenant je ne sais pas sur le terrain quels événements, quelle éventualité peut se produire. Pour le moment, ce n'est pas nous qui interdisons le passage des navires, mais c'est la situation de guerre et les menaces qui est là, qui fait peur, qui persuade les navires de vouloir se mettre d'une manière ou d'une autre dans un danger, surtout comme on avait dit sur le faux drapeau, on peut toujours avoir des occasions où un navire soit, en passant ces détroits, soit vraiment touché. Justement, cette question du détroit d'Ormuz, elle est liée au pétrole, au prix du pétrole. Est-ce que faire pression sur le détroit d'Ormuz, faire pression sur le prix du baril, c'est pas aussi peut-être un moyen pour l'Iran de faire pression sur Donald Trump, parce qu'on sait que les États du Golfe sont très inquiets. Il y a des pétroliers ou des bateaux qui sont en feu, qui ont été touchés dans le détroit d'Ormuz. Est-ce que ça fait partie aussi des réponses possibles, la réponse économique de votre pays pour faire pression sur Donald Trump ? Non, je ne crois pas que ça soit vrai, vraiment. Vous voyez, dans la situation dans la région, dans le Golfe Persique, n'est pas une source de conflit, mais c'est un fruit de conflit. Le conflit qui a commencé par une présence militaire, une agression militaire, des activités militaires, donc, et des attaques contre nous. Maintenant, à partir du moment où les agresseurs quittent la région, donc la région aura encore la situation normale, si vous voulez. Nous, on est 47 ans. Notre révolution, 47 ans. Dans ces 47 ans, y compris dans les 8 années de guerre imposée, nous étions un garant, un stabilisateur, un levier très important de la stabilité de la région. Et nous restons toujours dans la même position. Nos intérêts, les intérêts de nos voisins, n'est pas avoir une perturbation quelconque. Du même détroit, nos pétroles passent malgré toutes ces mesures de sanctions et de la pression maximale exercée par les États-Unis qui a mis le doigt sur le gorge des Iraniens de toute couche sociale. Donc, notre intérêt est que la situation soit aussitôt que possible normale dans cet endroit très important pour l'économie mondiale, mais les responsables sont des États-Unis et d'Israël, et nous espérons
nous sommes optimistes que nos voisins aussi prennent en considération les potentialités du danger qui existent dans la présence des forces étrangères, perturbateurs étrangères dans notre région. Et puis une fois la menace est rayée et que vraiment le calme revient, tout sera normal. On va prendre une nouvelle question juste avant. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker un maximum, de partager cette vidéo. Vous êtes nombreux dans le chat, vous posez beaucoup de questions. Aidez-nous aussi à diffuser cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle question. Vous l'avez dit, Charles, des questions extrêmement pertinentes et notamment cette question de Marius Dogmos 67-63. Pensez-vous pouvoir imposer la levée de toutes les sanctions lors des futures négociations ? Je crois sur la nature des sanctions, tout le monde est d'accord avec le peuple iranien et le gouvernement iranien que les sanctions sont des moyens inhumains, contre-humains même, parce qu'ils s'utilisent ou ils sont utilisés comme une arme pour imposer la volonté d'une puissance aux autres, aux enfants, aux vieilles, aux jeunes, à tout le monde. Nous sommes 47 ans sur l'embargo, sur les sanctions, sur soi-disant l'isolement. Il faut que cette situation prenne fin. Il faut que la vie des Iraniens soit normale. Vous voyez, les effets économiques des sanctions amènent avec lui des effets sociaux, des effets éducatifs, des effets intellectuels. Et ça touche la dignité et l'honneur d'une nation, où qu'elle se trouve. Donc, il faut qu'il y ait une solution. Ils ont mis des sanctions, ils ont blâmé avec des mensonges, avec des accusations terroristes, tout. Ils ont ennuyé le peuple iranien, mais ils ont enfin procédé à une attaque militaire sauvage, brutale, inhumaine. Maintenant, si vraiment la communauté internationale veut qu'une paix durable, qu'un apaisement durable soit établi dans cette région très importante sur la scène internationale pour tout le monde, il faut que ces sanctions soient levées. Il y a un argument, un élément qui est donné par beaucoup d'experts sur les médias mainstream, ce serait que finalement, et ça reprend un peu la rhétorique de Donald Trump, c'est d'expliquer que l'Iran serait une puissance qui diffuse le terrorisme et qui pourrait d'ailleurs mener en réponse à ces attaques des actes terroristes, notamment dans les pays occidentaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Nous, pendant cette période de 47 ans, comme je vous ai expliqué, il n'y avait pas des cas où l'Iran procédait à des actions soi-disant terroristes. Tout le monde sait qui est terroriste, quel pays, et quels intérêts résident dans les actions terroristes dans le monde. Nous avons, au début de la victoire de la Révolution, juste des années 80, 2, 3, nous avons perdu 7000 civils dans les actions terroristes par les groupes qui ont pris le refuge à l'extérieur, qui ont été soutenus
par les pays étrangers, par les puissances étrangères, qui sont combattus, notre combattant, notre défenseur du territoire du pays durant 8 années de guerre. La victime du terrorisme, c'est le peuple iranien et la nation iranienne. Le terrorisme n'a aucun sens dans la culture islamo-iranienne. Par contre, je crois que ici, surtout avec un peuple bien clair éduqué, ils savent bien qui a commencé même sa vie avec le terrorisme, avec le terror envers les autres, les groupes qui ont commencé à tuer, à propager la peur pour qu'ils avaient une intention de créer une entité, un pays, tout ça. Et les puissances étrangères qui sont soutenues. Mais dans notre culture orientale, islamique, iranienne, le terror, c'est le pire des crimes de l'humanité. Et donc, nul n'a été, même ici aux années 90, quand j'étais ici, il y a eu un dossier, un procès ici, mais à la fin du compte, toutes ces accusations ont été neutralisées et rayées. Ça veut dire que nous n'avons pas intérêt à perturber la quiétude et la vie normale des autres êtres humains, y compris et surtout en Occident, en Europe. Il faut aussi ajouter que cette analyse qui est diffusée sur certains plateaux de télévision apporte aussi une certaine confusion entre l'Iran et des groupes terroristes, en général d'ailleurs sunnites, comme Daesh, comme l'État islamique, comme Al-Nosra, etc. Et donc on est dans une espèce un peu de confusion où c'est peut-être là aussi un peu des éléments dans cette guerre de communication, des éléments aussi peut-être de propagande adverse. Tout à fait. Je pense qu'on se souvient à 2015, quand il y a eu ce groupe créé vraiment par les pays qu'on connaît très bien, ont commencé à perturber la vie et la quiétude dans notre région, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, dans toutes ces régions. Et si nous, ça veut dire notre gardien de la révolution, notre force armée n'était pas là, l'Irak avait déjà été tombé, et à l'époque, la Syrie avait été déjà tombée. Donc c'est par le sang des Iraniens, même au moment où il y a eu, dans les pays européens, occidentaux, ici en France par exemple, il y a eu des coulements de sang par le Daesh. Dans l'autre côté du monde, c'est l'Iran qui combattait pour rayer cette pensée erronée de l'islam, qui n'avait pas aucune liaison avec, je n'accuse n'importe quelle, si vous voulez, orientation islamique. Mais au moins, je peux parler de nous-mêmes, des Iraniens chiites, qui n'avaient aucunement de liaison ou d'affiliation à nous. Même ils n'avaient pas liaison avec les autres, les sunnites non plus. Mais une pensée erronée. Mais c'est l'Iran qui avait donné, qui s'était massacré, qui s'était sacrifié, plus précisément, pour barrer la route et rayer, contourner. Mais après, on a vu que ces mêmes Daesh, qui avaient été sur la liste de terroristes, tout ça, ils avaient été accueillis avec les tapis rouges, et puis ils avaient été aidés à prendre la direction. Mais vraiment, je ne veux pas entrer dans ce côté des choses pour éviter de tout malentendu. Mais l'Iran est toujours vraiment un pays qui combattait toute érosion, toute déviation
sophistiqués, parce que nous avons dans notre histoire de telles manipulations dans l'ère britannique de l'époque. Le peuple iranien et l'État iranien sont contre de ça. En Afghanistan, nous avons montré notre droiture à l'envers des déviations sur l'islam et sur les valeurs humaines. En Syrie, c'était la même chose. Et en Irak, la même chose. Nous, on est victimes de Daesh plutôt. Nos jeunes ont été... ont vu la tête coupée par le Daesh en Syrie. Oui, d'ailleurs, on peut rappeler quand même, pour compléter votre réponse, que les membres du HTS qui ont pris le pouvoir en Syrie, qui faisaient partie de groupes terroristes pendant des années, qui se sont battus contre les Américains, enfin contre les Occidentaux, contre les Français aussi, sont aujourd'hui reçus à Washington et à l'Élysée comme des interlocuteurs légitimes. Donc il y a effectivement souvent... en Occident, un deux points de mesure et les positions sont, dirons-nous, assez changeantes. Voilà. Nouvelle question. Nouvelle question de Maram 1637. Il y a un rôle actif de la diaspora iranienne contre la République islamique. Comment expliquez-vous le rôle de la communauté iranienne à l'étranger ? Je connais un peu l'Occident, le pays étranger, parce que j'ai vécu ici c'est ma quatrième mission, 3 dans 2 pays, Belgique et la France, et 1 dans le Balkan. Je connais la communauté iranienne. Et le plus le temps passe, ma conviction devient de plus en plus solide et consolidée sur la civilité, sur la nature pacifique et humaine de notre communauté iranienne à l'étranger. Je peux vous assurer, c'est ma conviction, que plus de 99,9% de ces Iraniens sont des hommes et des femmes honnêtes et pacifiques et civilisés, si vous voulez, comme l'exemple de la civilisation, de l'histoire iranienne, millénaire iranienne. Donc, sur ce point-là, c'est une conviction et c'est la réalité des choses. Maintenant, il reste quelques éléments, si vous voulez. Un pourcentage. Ici en France, peut-être moins de 100 personnes. Et dans l'ensemble de l'Europe, je ne sais pas combien. Ils ont des avis différents à celles du peuple iranien. Ils ont des critiques. La plupart d'eux n'ont pas vécu en Iran, n'ont pas vu l'Iran. Ils sont nés ici. Il y en a beaucoup qui sont là. Mais ils se sont éduqués comme un Français, par exemple, ici. Et ils pensent même comme les Français, comme un jeune Français, avec les mêmes sensibilités, avec les mêmes peut-être. Mais bon, ils deviennent un peu critiques à ce qui concerne, à ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran, sans savoir vraiment l'origine de quelques événements, de quelques situations, sans goûter vraiment de quel problème vit l'Iranien de souche à l'intérieur de l'Iran. Quel impact a la sanction sur l'Iran? Quelle limite a le gouvernement et l'État iranien pour satisfaire les revendications légitimes de son peuple? Celui qui élise, ceux qui élisent ce gouvernement-là. Donc, ils ont des rassemblements à la hauteur du nombre des Iraniens qui
qui sont officiellement même enregistrés ici en France ou en Europe. Donc, ce n'est pas, on ne peut pas dire la diaspora, mais on peut dire toujours une partie de jeunes, surtout des jeunes. Ici, je ne veux pas vraiment les accuser et dire quelque chose de mauvais contre eux, mais non, la diaspora iranienne à l'étranger, où qu'elle se trouve, elles sont des gens respectables, respectueuses et honnêtes, comme je vous ai dit, comme l'exemple de la civilisation et la culture iranienne, l'histoire iranienne. Et d'ailleurs, pour compléter, le fils du Shah qui s'exprime beaucoup, qui souhaite visiblement jouer un rôle politique, qui appelle les gens à descendre, les Iraniens à descendre dans la rue et qui appuie cette logique de régime change, n'est pas reconnu vraisemblablement par Donald Trump comme un interlocuteur valable. Comment vous expliquez que Donald Trump peut-être a fait commettre certaines erreurs d'analyse et qu'il refuse au fils du Shah de jouer un rôle politique et de le prendre quelque part, de le prendre sous son aile pour le porter au pouvoir? Je pense que s'il vraiment le fait par une conscience claire et honnête, c'est peut-être parmi les rares visions qu'il peut avoir parce que les Iraniens ne sont pas imbéciles. C'est un peuple bien éduqué, bien civilisé, et il mesure, pas une fois, mais des dizaines de fois des gens. Leur passé, leur caractère, leur famille. Vous voyez, je ne veux pas vraiment parler de la vie privée du Shah d'Iran, le père, toute une famille. L'expérience qu'on a de cette période, la sortie, avec quel argent, quelle fortune, tout ça, non, je ne veux vraiment pas entrer dans cela. Mais je peux vous assurer de la maturité du peuple iranien. Comme je vous avais dit, si on répète un mensonge, ce n'est pas qu'avec ce comportement, on peut remplacer le mensonge avec la vérité. Cette fois-ci, c'est la même chose. Il faut que quelqu'un soit de la nature des Iraniens, proche des Iraniens, sur la pensée, le comportement, les valeurs. Donc, je crois que Sim Soutran vraiment est honnête à parler de ça. Ça révèle une véracité de sa vision. Mais en ce qui nous concerne le peuple iranien, c'est un peuple qui rejette toute imposition et qui préfère, non seulement préfère, mais qui confirme son destin par soi-même. Alors, on a encore un peu de temps pour prendre des questions, donc n'hésitez pas, continuez à poser vos questions. On va essayer peut-être aussi de les synthétiser parce que vous êtes très nombreux, il y a énormément de questions. On va en prendre une nouvelle. Je vais essayer d'en regrouper deux en même temps. Première question de Seboun Nididou qui dit « Bonjour Monsieur l'ambassadeur, ma question se porte sur la communauté chrétienne en Iran. Quel est son état d'esprit aujourd'hui ?» Et je vais en regrouper une autre sur comment les Français sont-ils perçus aujourd'hui par les Iraniens? Ont-ils encore un sentiment d'amitié vis-à-vis de la France? Oui, sur les minorités religieuses, que ce soit chrétien, la majorité arménienne, mais assyrienne aussi, que ce soit les juifs, ils sont parmi les couches sociales les plus respectées en Iran. Les Arméniens sont des gens même parfois plus aimés que nos frères et sœurs musulmans, si vous voulez. Combien nous sommes respectueux envers
des autres. D'ailleurs, je vous ai dit, on n'a pas une interprétation négative à l'encontre des des adeptes des autres religions célestes en Iran. Donc, ils sont vraiment... vous voyez, en Iran, nous avons un carrefour. Il y a mosquée, l'église, synagogue, et pour les zoroastriens. Et dans les moments les plus difficiles, il n'y avait pas eu aucune violation de leurs prémices ou de leur dignité. Donc c'est là l'Iran, premièrement. Deuxièmement, nous, les Iraniens et l'Iran, nous portons une très grande importance au peuple français avec qui nous nous sommes entretenus pendant des décennies et entre nous, il n'y avait pas aucun phénomène colonial et autres. Donc, c'est tout à fait normal que le respect reste toujours. Et nous continuons toujours dans le cadre d'un respect mutuel d'avoir une relation aussi bien officielle que entre les nations, l'Iran et la France. Justement, la France, Emmanuel Macron a annoncé, décidé l'envoi d'une grande partie de la flotte française, d'abord en Méditerranée, puis en mer Rouge. Vraisemblablement, il souhaite honorer les accords de défense passés avec notamment les Émirats arabes unis, donc pour protéger le ciel contre des attaques de drones notamment. Comment vous analysez la position de la France ? Est-ce que, de votre point de vue, ça va en rester là, ou est-ce qu'on peut s'acheminer vers une participation, éventuellement vers une décision d'Emmanuel Macron de participer, de jouer un rôle plus actif aux côtés des Américains et des Israéliens ? Non, vous voyez, vraiment, je ne peux pas interpréter la position française. Selon de ce qu'on avait entendu, c'est que la France ne veut pas participer dans cette invasion, dans cette guerre offensive. Et à partir du moment où c'est dans le cadre de la politique étrangère de la France. Nous, pour nous, bien sûr qu'il y a une ligne rouge, comme je vous avais dit. 2 pays nous ont attaqués, 2 pays nous ont agressés. Donc, ils sont notre interlocuteur sur le front de confrontation. Aux adversaires, si oui. Donc, j'espère que ça va continuer, parce que vraiment, nous ne voulons pas étendre cette climat de tension qui n'est au bénéfice de personne, qui est contre de l'intérêt de tout le monde. Et je pense que peut-être avoir des comportements dans la direction de l'apaisement et de la paix, c'est encore plus mieux pour tout le monde, pour tous les pays, pour la communauté internationale, pour notre région et pour l'avenir de notre région, où nous serons toujours des voisins, si vous voulez, notre région avec l'Europe, un voisinage géographique naturel qui doit continuer à donner ses résultats et ses profits à tous nos peuples de la région et européens. Si les Américains et les Israéliens, au moins les Américains dans un premier temps, ce qui semble être peut-être se préfigurer, être le cas, reculent et arrêtent
leur campagne militaire contre l'Iran, est-ce que votre pays va accepter de reparler aux Américains et de rentrer dans un nouveau cycle de négociations, peut-être d'ailleurs plus large que simplement la question nucléaire? Vous voyez, durant les négociations 2013 et même 2025, nous sommes un peuple et un gouvernement de dialogue. On n'était pas fermé dans une prison de pensée ou de sujet. Mais il fallait que chaque fois, il y ait un résultat et des acquis sur lesquels on peut étendre les interactions, les discussions, négociations. La preuve, c'est que à 2018, à peine arrivé à la Maison Blanche, M. Trump a déchiré l'accord qui avait été négocié après presque 15 ans, 12 ans de parler et de pourparler, de négocier dans un comportement soudain. Il a déchiré les conditions pour après l'arrêt de combat dépendent de l'Iran et de ce qu'ils vont demander et exiger. Après ça, peut-être. Mais pour le moment, pensez à ce qu'un jour après, sur l'éventualité, les hypothèses, vraiment, ça ne peut pas aider à ce stade de choses. Mais si les États-Unis arrêtent de bombarder, vous pensez que l'Iran va continuer un peu par mesure de représailles, ou vous pensez qu'il y aura aussi une sorte d'apaisement aussi de votre côté? C'est tout à fait normal. Ce n'est pas parce que je ne suis pas l'homme du terrain, dans le terrain de combat, mais tant qu'il y a une agression et des attaques, il y aura sûrement des répliques. C'est sûr et certain. Donc c'est la volonté du peuple, c'est la volonté de la nation. On ne peut pas accepter être l'objet d'une attaque et de subir des dégâts énormes, humains aussi bien que matériels. Et puis après, un cessez-le-feu simple. On avait eu un arrêt de combat, un arrêt de guerre en juin dernier. Nouvelle question. Question de Max Cred 9383, très actif sur le chat. Dernière question. J'aimerais savoir si la majorité du peuple iranien veut une révolution. Si ces courants révolutionnaires sont majoritaires ou s'ils sont enjolivés ici. Je crois que c'est un peu difficile de parler courant révolutionnaire ou non révolutionnaire. Vous savez, je suis parmi la dernière génération qui ont pu comprendre la révolution islamique. Avant notre âge, beaucoup sont quittés, si vous voulez, le monde. Nos enfants, ils n'ont pas vu la révolution, ils n'ont pas vu la guerre, ils n'ont pas vu l'imam Khomeini même. Et vraiment, ils ne connaissent pas très profond les racines de ce qu'on est devenu révolutionnaire, combattant contre un régime, et puis gagnant d'une révolution, et puis entrant dans une guerre injuste, inhumaine contre nous, et puis tous ces efforts déployés pour rehausser le pays, pour reconstruire le pays.
pour construire une génération qui est maintenant parmi les générations bien défendables ou relativement défendables dans la région, mais dans une plus grande partie du monde. Donc, ils sont aujourd'hui, même s'ils ont les générations récentes, je vous dis, il y a partout dans le monde la génération Z et puis les jeunes qui ont des revendications encore plus. Et nous avons le devoir vraiment de les satisfaire. Et c'est la démocratie qui est dans l'ordre du jour de la révolution islamique dès le début. Mais bien sûr, avec une présence des valeurs islamiques, parce que c'est le choix des Iraniens. Donc, pour vous dire que dans ces épreuves, comme celui-ci, comme le mois de juin, quand il y a une attaque, quand il y a une injustice à l'encontre des Iraniens, ces mêmes jeunes, ces mêmes générations qui vraiment étaient toujours demandeurs des choses, ils comprennent bien que non. Les choses ne sont pas aussi faciles que ça. C'est pourquoi ils viennent derrière leur élu, leur gouvernement, pour défendre le pays, pour oublier au moins leurs revendications précédentes. Donc, diviser un pays comme l'Iran, comme révolutionnaire, non révolutionnaire, vraiment, ce n'est pas bien... et vous avez vu que les générations anciennes sur les forces armées iraniennes, quand ils ont été tombés martyrs dans la guerre de 12 jours, même dans cette guerre actuelle, les générations nouvelles, jeunes, se sont remplacées avec la même pensée, la même détermination, avec les mêmes convictions. Et ça va continuer, je crois, parce que c'est un choix libre, pas imposé par les autres. En tout cas, c'est vrai que pour ceux qui s'intéressent, monsieur l'ambassadeur, aux questions géopolitiques, aux questions internationales, c'est quand même la première fois depuis des dizaines d'années qu'un pays tient tête aux États-Unis, alors qu'il y a une volonté quand même de changement de régime qui est affichée. Il y a des moyens militaires qui sont exceptionnels. Il y avait 3 porte-avions engagés dans ces opérations côté américain. C'est la première fois qu'un pays résiste. L'Irak était tombé avec une invasion au sol. L'Afghanistan, c'est pareil. Bon, ils ont fini par en partir. Mais enfin, tous ces pays avaient été quand même envahis. Là, peut-être que la perspective, lorsque cette guerre va s'arrêter, c'est aussi un renforcement régional de l'Iran qui aura prouvé aux yeux du monde entier que l'oncle Sam, malgré ses moyens et sa puissance et ses alliances, finalement n'arrive pas à faire plier votre pays. Oui. Je sais préciser un point, à mon avis, qui est très important, que la guerre actuelle, c'est la guerre entre une partie, on ne prétend pas être 100% juste, mais une partie qui se sent vraiment victime des complots et des agressions, et de l'autre côté qui se manifeste de plus en plus avec les normes comment dirais-je, peu acceptable aux yeux de l'opinion mondiale. Nous sommes en train de payer trop cher. Je vous donne un exemple. Il y a de cela 3 semaines peut-être, un navire de formation iranien, par l'invitation de l'Inde, est parti participer dans une manifestation, tout ça. Et quand, à 2000 km loin de des frontières iraniennes, quand il
sortait, en tout cas quand elle se dirigeait vers l'Iran, il a été écrasé par un sous-marin militaire américain. Quelques, je ne sais pas, 35, 40 personnes ont été sauvées par les marines sri-lankais et les autres sont disparus, 30 jusqu'à aujourd'hui. Les corps ne sont pas disparus, 60-70 corps ont été retrouvés. Mais le président du pays dont le sous-marin avait visé le bateau iranien, le navire iranien, disait que j'ai demandé à pouvoir capturer. Ils m'ont dit non, c'est plus bon pour le plaisir de viser et de faire... Vous voyez, on est dans ce contexte-là, on paye un très grand prix pour ce que nous faisons, que ce que notre peuple fait. Donc, on est plutôt désolé de voir que le monde devient une telle place qu'on massacre et qu'on le prétend, qu'on le dit, l'on confirme. Et il y a peu de places qui vraiment prennent comme responsable la propagation de ce type de comportement. On espère, nous, comme j'ai eu l'occasion de parler avec les médias, la nation iranienne, en tout cas, s'appuie premièrement sur Dieu et puis sur soi-même. Donc, tout ce qui vont être arrivé et comme acquis, bien sûr, sera le résultat de ces deux éléments essentiels, primordiaux pour les Iraniens. Et puis, j'espère que, vraiment, parce qu'on n'a pas encore fini notre combat, mais à la fin du compte, que ce soit une bonne chose pour la communauté humaine, la communauté internationale, pour la paix et la stabilité dans le monde. Parce qu'avec la vitesse et les événements qui se sont succédés dans les années récentes, vraiment, on ne savait pas où on est en train d'aller. Qu'est-ce qui va arriver à l'Europe, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique? Mais pour ça, il faut que les autres aussi aident les Iraniens à aider la consolidation de la paix et d'un environnement paisible pour tout le monde. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir répondu à notre invitation. C'était passionnant. Chers amis auditeurs, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Merci. N'oubliez pas non plus, parce que cette vidéo va être rediffusée sur cette chaîne YouTube, de la partager autour de vous. Et n'oubliez pas de voir aussi comment vous pouvez aider Omerta en